Une majorité de Français le sait et le dit, il n'y a aucune dictature sanitaire en France. C'est évident, c'est prouvé, c'est scientifique et en plus de ça, Macronescu Terminator Corée du Nord le dit et le proclame, ce qui clôt tout débat sur le sujet. Donc, la dictature sanitaire n'existe pas. Essayons de le démontrer de façon simple en faisant un éclairage sur une profession au hasard de mon cerveau. Je réfléchis, mes neurones tournent fébrilement, j'appuie sur le bouton stop. La profession retenue est celle des psychologues. Chic, ça tombe bien, je vais chez mon psy 4 fois par jour depuis 19 ans. Donc les psys qui m'ont déjà coûté 213 000 €, je les aime. Alors, que va-t-il se passer pour les psychologues dans les semaines à venir ? Prenons au hasard une psychologue dûment diplômée que j'appellerais par exemple Bénédicte. Très joli prénom, Bénédicte. Béné a reçu une information toute simple. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit d'exercer à partir du 15 septembre. Il a donc été décidé dans les plus hautes sphères stratosphériques de l'État que nul ne peut faire état de son métier de psychologue s'il n'est pas vacciné. Ah, effectivement, c'est tout simple. Le problème est que Bénédicte ne veut pas se faire vacciner. Donc, elle ne peut plus exercer son métier de psychologue. Effectivement, c'est tout simple. Bénédicte, qui a plus d'un tour dans son sac, se dit intelligemment « Moi, Béné, je vais faire des consultations en visio. » En fait, elle n'en a pas le droit, puisqu'elle n'a pas le droit de faire état de son métier de psychologue, puisqu'elle n'est pas vaccinée. En clair et pour parler simplement, elle est empêchée de façon dictatoriale d'exercer son métier, même en visio. Voici en effet l'information que l'on trouve sur le site du ministère de la Santé. Question. Les personnes en télétravail sont-elles tenues à l'obligation vaccinale ? Réponse. Il n'y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l'obligation vaccinale leur est applicable. La pédagogie étant l'art de la répétition, je répète. Question. Les personnes en télétravail sont-elles tenues à l'obligation vaccinale ? Réponse. Il n'y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l'obligation vaccinale leur est applicable. Bon. Essayons de réfléchir 2 minutes et 12 secondes sur l'interdiction d'exercer en visioconsultation. Ah oui, à l'évidence, il ne s'agit pas d'un empêchement dictatorial, mais plutôt d'une protection anti-Covid bien normale. Il est en effet prouvé scientifiquement que des millions de petits Covid peuvent vous attaquer par votre écran d'ordinateur en passant par les fils électriques. Ainsi, si Bénédicte, qui habite par exemple dans la région parisienne, est atteinte par le Covid et fait une consultation en visio pour un de ses patients qui se trouve à Marseille, des millions de Covid attaqueront le malheureux Marseillais par les fils électriques. Et la catastrophe, le professeur Raoult risque de ne plus être à l'hôpital pour le soigner, il est donc condamné. Il était donc fondamental de prendre ces mesures d'interdiction d'exercer, même en visioconsultation, pour les psychologues non vaccinés. Y voir la moindre dictature sanitaire relève du délire pur et simple. Pour conclure, notre psychologue non vacciné peut côtoyer la foule des grandes surfaces pour acheter son beurre. Peut être serré de près, et parfois de beaucoup trop près, dans le métro ou le RER, mais ne peut traiter ses patients par visioconsultation. Et là, je ne peux que m'incliner et même me prosterner devant le trio infernal Macronescu, Casse-Tête et Véreux, que les Français jugeront très certainement de la meilleure façon grâce à leur bulletin de vote en 2022. Je vous souhaite une très bonne soirée. Votre petit dernier collectionne les figurines de Spider-Man et autres Batman.
Votre neveu ne peut passer une semaine sans se déguiser en Superman. Eh bien, j'ai le regret et la tristesse infinie de vous annoncer qu'une fois de plus, il va falloir ouvrir grand les écoutilles et changer de programme parce que ces personnages incontournables de l'univers des cours de récréation pourraient bien, à leur tour, devenir les nouveaux héros de la propagande LGBT. À chacun de décider s'il faudra continuer à visionner sur le téléviseur familial les aventures de Batman, Spider-Man ou autres Superman. Man. Quelle horreur! Si vous avez quelques restes d'anglish, vous vous souviendrez qu'un man, c'est un homme. Ah! Enfer et damnation, mais man ou homme en français, mais c'est insupportable. Et oui, forcément, des gars musclés, courageux, qui fendaient le ciel pour défendre la veuve et l'orphelin, c'était décidément trop macho-genré. Cela véhiculait à la vitesse supersonique d'une voiture de sport des clichés stéréotypés. Il fallait donc tout changer. Première nouveauté pour Robin, ou Robin. Le jeune alter ego de Batman. Vous savez, le gars qui a le même costume, mais en rouge et vert, genre Robin des Bois des temps modernes. Eh bien, Robin est gay, figurez-vous. Dans le dernier numéro de la revue relatant les aventures de Batman, on voit le dit Robin se rendre à un rendez-vous avec un garçon. Un certain Bernard qui l'aurait sauvé lors d'un précédent épisode. Nul doute que dans quelques mois, après cette révélation fracassante, nous aurons une mise en scène sur l'écran de l'idylle entre Batman et Robin. Le prochain sur la liste, c'est Superman. Lui aussi va faire sûrement son coming out, comme on dit, dans les prochaines semaines. Il paraît que les fans sont ravis. Pour Spider-Man, je n'ai pas encore de confirmation, mais je suis l'info et soyez-en sûrs, dès que j'ai le tuyau, vous serez les premiers prévenus. TV Liberté a toujours été, est toujours et sera toujours la télévision la mieux informée du monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je le sais, je le sens, il y en a qui me reprochent mon éternel pessimisme, ma complaisance coupable pour la France qui va mal et s'enfonce au fond du puits, sans l'espoir de trouver la corde suffisamment solide pour lui permettre non de se pendre, mais de remonter. Eh bien, pour une fois, je vais vous raconter une belle histoire qui finit bien. Si, ça existe parfois. L'histoire se passe dans la bonne ville de Troyes, en Champagne. Un antiquaire spécialisé dans la sculpture française achète, dans une vente publique, au début de l'année, une magnifique Vierge à l'enfant, couronnée du XVIe siècle, portant de délicates traces de son ancienne parure polychrome. Un joyau, comme notre chrétienté chérie en a produit tant et tant, du temps où elle était irriguée d'une foi vive et ardente. Une très belle statue, estimée à plusieurs milliers d'euros au moins. Sitôt la Madone en sa possession, notre antiquaire se livre à une enquête circonstanciée et aboutit à une conclusion qui n'aurait pas déplu à Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Cette statue a fait l'objet d'un vol au début des années 90. Elle a été honteusement démontée du portail de Lompré-le-Sec, une petite bourgade de Champagne dont le nom pourrait figurer dans un film de Louis de Funès ou un sketch de Raymond DeVos. La statue était bel et bien répertoriée comme volée depuis le début des années 1990. Quel a été son chemin pour arriver jusque dans les mains expertes de l'antiquaire champenois? Dieu seul le sait et les voies du Seigneur sont impénétrables. La statue a été rapportée de façon plutôt officielle à Lompré-le-Sec le 1er septembre dernier. L'antiquaire était dans le convoi. La statue, valant
30 000 € quand même, il aurait pu la garder et la revendre à l'étranger, ni vu ni connu. Ça n'aurait pas plu à la Sainte Mère, qui aurait pu faire un accueil glacial à notre antiquaire dans quelques années. Ce charmant garçon a donc préféré régulariser la situation en rapportant la merveilleuse statue. Dans la ville d'origine de la statuette, c'est la fiesta. En attendant qu'elle soit réinstallée, le maire, nous dit-on, est aux anges. Les anges dans nos campagnes. Les habitants veulent en profiter pour donner un coup de neuf à leur petite église communale. Décidément, le doigt de Dieu s'est posé sur Lompré-le-Sec. Je vous souhaite une très bonne soirée. La médiasphère s'exaspère. Éric Zemmour, bien qu'officiellement toujours absent de la course à l'Élysée, serait un peu trop présent. Il enchaîne les émissions à succès, les matinales, les débats. Il fait aussi la une de tous les organes de presse, de Challenge à Marianne, en passant par Paris Match. Dans la rue, sur les kiosques, on ne voit que lui, il est partout. Cela fait étrangement penser au célèbre film Les Professionnels, avec Belmondo comme acteur principal. Les services secrets veulent tuer notre bébelle nationale, mais ne savent comment faire. Ils convoquent un militaire qui a une passion pour Belmondo et qui explique, dans une scène exceptionnelle, que personne ne pourra jamais le tuer. Vous pensez qu'il est derrière vous, il sera devant vous. Vous le voyez à gauche, il est à votre droite. Vous le pensez par-ci, en fait il est par-là. Il va vous rendre fou, il va vous rendre dingue. Vous ne l'aurez jamais. À l'évidence, le Belmondo du film Les Professionnels, c'est une copie de Zemmour. Rien de très étonnant. On peut compter sur lui pour secouer la France endormie, anesthésiée par 5 ans de macronisme et un demi-siècle de reniement dans la soumission. Il occupe toute la place, il est au centre de tout. À qui la faute, au fait? Ceux qui se plaignent de l'omniprésence d'Éric Zemmour sont en fait bien incapables de proposer quoi que ce soit de constructif, de proposer une alternative au discours de Zemmour. Or, la politique comme la nature a horreur du vide. Il y a bien une bande de politiciens aux convictions élastiques, quand ils ont des convictions. Ils tentent d'occuper le terrain au centre droit et de faire croire qu'une certaine candidature sur l'espace naguère habité par les Républicains a du sens. Il s'agit par exemple de Michel Barnier, inconsistant comme un yaourt bio, ou encore de Valérie Pécresse et de son alter ego masculin, Xavier Paffran. Mais perdus dans le brouillard, ils ne parviennent à survivre qu'en singeant avec plus ou moins de bonheur l'éditorialiste. Invité du grand jury RTL, LCI, Le Figaro, rien que ça. Xavier Bertrand n'a réussi qu'à réagir aux propos de Zemmour. Il nuance par exemple en refusant les amalgames du polémiste. Mais qui c'est qui en même temps s'approprie ses idées en parlant du risque de guerre civile en France? Évidemment, c'est Xavier Paffran. Traîtresse ne vaut guère mieux, elle qui n'arrive plus à tromper son monde quand elle essaye de faire croire qu'elle se méfie de l'Europe et de l'immigration. Du côté du Rassemblement national, les choses sont également assez claires. La langue de bois est devenue chez lui une seconde nature. La communication de Marine Le Pen est toute pleine de privatisation de l'audiovisuel, de nationalisation des autoroutes ou de maladie d'Alzheimer. Voilà qui fait battre le cœur de la France, n'est-ce pas ? Mais sans vraie vision, ces questions restent objectivement des détails de programme, si je peux me permettre. La campagne présidentielle n'a pas encore véritablement pris son envol. Elle piétine dans la poussière. Il est temps de reprendre de la hauteur. Éric Zemmour l'a compris et c'est pour cela qu'il suscite un tel engouement. Sans nul doute, il va affoler le système à la façon de Belmondo dans Le Professionnel. À la fin de ce film, Belmondo est tout de même tué par traîtrise. « Éric, toi, ne meurs pas, nous avons besoin de toi !» Je vous souhaite une très bonne soirée.
En ces temps compliqués où nous nous calfeutrons chez nous de peur d'attraper un Covid qui manifestement cherche actuellement des clients, le meilleur moyen, le moyen infaillible de retrouver le moral est de se planter devant sa télévision ou son écran d'ordinateur et de regarder avec délice le dernier numéro de Clown fait par nos dirigeants politiques. Cela nous fait presque mourir de rire, donc cela fait du bien. Je viens de le faire, car j'avais le moral en berne et j'ai tellement rigolé que j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ce qui a fait un dégât des eaux pour nos voisins du dessous qui venaient de repeindre leur plafond. Ça n'est vraiment pas de chance pour eux. Alors, devinez ce qui a engendré ma crise de larmes. Je vous le donne en 1000, ou plutôt en 144 milliards. Eh bien, il s'agit de la présentation du projet de budget de l'État pour 2022 qui prévoit justement un déficit de 144 milliards d'euros. Et là, nos ministres ont été grandioses en annonçant la main sur le cœur qu'ils géraient admirablement les finances publiques. Ils le disaient tellement sérieusement, ils étaient tellement convaincus de ce qu'ils disaient que dans le genre pièce de théâtre comique, Coluche était largement dépassé et pouvait aller se rhabiller. Vous allez me dire, mais c'est formidable ce qu'ils font au gouvernement, puisque le déficit de l'année prochaine, ne sera que de 144 milliards d'euros, alors que celui de cette année sera de 200 milliards d'euros. Oui, évidemment, c'est une façon de raisonner, mais faisons une comparaison. Supposons que je sois marié avec ma tante Gertrude, dont je vous parle souvent et qui est une femme d'exception. Supposons que nous gagnions chacun 20 000 euros net par an, ce qui fait donc 40 000 euros net par an à nous deux. Supposons que depuis plusieurs dizaines d'années, nous dépensions chaque année 60 000 euros, alors que nous n'en gagnons que 40 000. Chaque année, mon épouse, tante Gertrude, hurle à la mort. « François, c'est honteux! Nous dépensons beaucoup trop, nous allons finir à la rue !» et de me donner de grands coups de balai sur la tête. Et moi de lui répondre sur un ton doucereux « T'inquiète ma Gertrude, je te promets que l'année prochaine, nous ne dépenserons que 55 000 euros. » Hurlement de Gertrude « Mais c'est encore trop et nous avons déjà 300 000 euros de dette, on va finir à la rue !» et de me redonner de grands coups de balai sur la tête. Et moi de lui répondre d'un ton doucereux « T'inquiète ma Gertrude, nous, on va continuer à dépenser et la dette, ce sera pour nos sales gosses. Pourriture de gosses, va, il le mérite bien ce cadeau empoisonné. » Et ça a calmé ma Gertrude. La morale de cette belle histoire est que les finances publiques continueront leur course folle vers l'abîme et que nos gouvernants bien-aimés continueront de nous faire rire aux larmes jusqu'à ce qu'ils provoquent chez nous un torrent de larmes, mais cette fois sans le rire. Je vous souhaite une très bonne soirée.